Oui, alors l'histoire est plutôt bien connue. Le 13 juillet 1793, à 7h30 du soir, dans le faubourg Saint-Germain, Jean-Paul Marat, journaliste et député, est assassiné chez lui dans sa baignoire. La meurtrière, une parfaite inconnue du nom de Charlotte Corday, est aussitôt arrêtée. Elle comparaît devant un tribunal révolutionnaire 4 jours plus tard et elle est guillotinée le soir même. Alors, si les circonstances de l'affaire ont pu momentanément faire croire à un drame passionnel, une jeune femme tue un homme dans son bain, la vérité, on le sait, est tout autre. Marat fut victime d'un crime politique ouvertement revendiqué comme tel. L'événement fut l'un des plus médiatisés de l'histoire de la Révolution française. Dans les jours qui suivirent l'attentat, d'innombrables articles, brochures, chansons, affiches, estampes, etc., témoignèrent du choc ressenti par des citoyens affligés et outrés par l'assassinat de celui qu'on nommait, et qui se nommait lui-même, l'ami du peuple. Le soir de sa mort, quelques milliers de personnes s'assemblèrent spontanément devant chez lui pour faire éclater leur douleur et leur colère. L'émotion fut telle qu'un député, un certain Drouet, venu arrêter la meurtrière, raconta le lendemain avoir craint que l'indignation dont on était animé ne portât le peuple à quelque excès. À la Convention, le président de l'Assemblée rendit compte de cette commotion populaire en affirmant qu'on venait d'enfoncer, ce sont ses mots, un poignard dans le sein de la patrie et que la nation tout entière avait été outragée dans la personne d'un de ses représentants. Or, l'indignation, Marc Angenot nous l'a rappelé, l'indignation n'est pas l'apanage du peuple ni celui des révolutionnaires. André Chénier, qui n'était pas exactement un sans-culotte patenté, fut pris lui aussi d'un fort sentiment d'injustice à la suite de cette affaire. 2 de ses poèmes en témoignent, dont une ode à Marianne Charlotte Corday, que vous devriez avoir entre les mains. Alors, je l'ai dit avant de commencer, je pensais avoir le temps de lire l'ode avec vous, mais ce ne sera pas le cas, donc essayez de faire 2 choses en même temps et de m'écouter et la lire en même temps. C'est déjà fait. Donc, en 13-6 André Chénier pose la question de la violence et de sa légitimité. Il aborde celle de l'opinion publique et de sa possible manipulation. Il évoque le devoir de résistance face à des lois iniques. Il dit sa stupéfaction, son refus d'une situation intolérable, et il entreprend d'y remédier par la force de quelques alexandrins. Si ces vers me paraissent mériter notre attention aujourd'hui, c'est en partie parce que le sursaut de révolte du poète, qui donne à son texte son élan initial, comme le signale l'interjection qui est placée en tête de la première strophe, le quoi, ce sursaut de révolte conduit à une méditation sur les limites ou sur les errances possibles de l'indignation. André Chénier s'empare du sentiment populaire provoqué par l'attentat et il le retourne en quelque sorte contre lui-même. En puisant à même le grand bassin de mots, d'expressions à l'aide desquels les amis éplorés de Marat firent entendre leur irritation, le poète réécrit le drame de cette mi-juillet 93. Il inverse les rôles de victime et de coupable et il rend justice à sa façon à la meurtrière. Aux imprécations et aux lamentations d'une majorité bruyante, il oppose le calme de Charlotte Corday et l'économie d'un geste parfaitement maîtrisé. Un contraste se dessine dans ces lignes entre 2 sortes d'énergie, dont les effets sur la cité sont soigneusement distingués. D'un côté, l'énergie vile, outrancière, tonnante, stérile, voire délétère, produite par des émotions basses, la colère, le ressentiment, dont firent étalage les sections parisiennes et les autorités montagnardes au lendemain de l'attentat contre Marat. De l'autre, l'énergie toute contenue d'une héroïne néoclassique dont le coup de poignard semble moins reposer sur un mouvement d'humeur que sur un rationnel de dévouement à travers lequel est affirmée la profonde dignité de la jeune femme. Pour trouver grâce aux yeux de Chénier, l'indignation doit être active, elle doit être sereine et foncièrement anticonformiste.
Ce poème est tout entier construit sur un jeu de contraste, d'opposition. Un contraste entre l'hymne infâme rendu à Marat et le juste hommage à Charlotte Corday, contraste entre l'asservissement de la multitude, désigné comme un troupeau lâche et sans âme, et la souveraineté d'une héroïne solitaire, contraste entre le faux panthéon révolutionnaire de la première strophe et le vrai panthéon grec de la sixième, entre la souillure de la fange, la corruption des ministres et des juges, et la pureté à la fois de l'héroïne et d'un ciel d'azur, entre l'opprobre et la gloire, la monstruosité et la beauté, la rage et la joie, le mensonge tonitruant et la vérité silencieuse. Entre les attributs virils de la meurtrière, dignes d'une mâle louange, et les plaintes de femmes répétées à l'envi par un troupeau d'eunuques. Ce sont les mots du texte. Entre l'inconsistance des corps liquides, dégoûtants, le sang, le venin, les larmes, la vomissure, et d'autre part la solidité du fer, la netteté d'une arme qui se dresse, à l'image d'ailleurs de la statue marmoréenne qui est conduite au supplice dans la 10e strophe. On contraste aussi entre la perfection formelle, la rigueur rythmique des vers de Chénier, et les débordements langagiers de Marat et de tous les avocats de la terreur, dont l'écho des vociférations est propagé par le tonnerre de l'avant-dernier vers de l'ode. Ces antagonismes multiples ont déjà bien été relevés par la critique. Michel Delon, en particulier, a mis en évidence la double fonction qu'ils remplissent au sein du poème, où ils accusent l'inversion généralisée qui est devenue la révolution aux yeux de Chénier, et où ils permettent en même temps de rétablir la bonne hiérarchie des valeurs. Alors, afin de renverser l'opinion officielle sur les acteurs du drame, Chénier n'hésite pas cependant à forcer un peu le trait. On sait par exemple que Corday, contrairement à ce qu'il laisse entendre, n'a pas été condamnée sans appel par le public. L'historien Guillaume Mazot a montré qu'elle a même complètement volé la vedette lors de son procès. L'auditoire a été tout à fait charmé tant par ses mots d'esprit que par sa franchise déconcertante. Le lendemain du procès, un journaliste observait, je cite, que son apparence de gaieté et son sourire devant les juges produisaient sur les spectateurs une impression qu'il était difficile de peindre. Autrement dit, le paisible sourire de Charlotte Corday, auquel Marat répondra quelques temps plus tard par l'invention du sourire de Marat, auquel David répondra en inventant le sourire de Marat. Et le paisible sourire de Corday n'est pas une invention de Chénier. Un autre journaliste rédacteur à la Chronique de Paris souligna quant à lui le sang-froid de l'accusé, sa facilité à plaisanter, sa décence, sa beauté, son courage devant l'échafaud. Si ces propos de journalistes m'intéressent, bien entendu, ce n'est pas tant pour juger du plus ou moins de conformité de l'héroïne dont Chénier chante les louanges avec la jeune femme que fut Charlotte Corday, mais bien plutôt pour montrer que ce poème s'inscrit dans une série de représentations de l'événement. Gérard Walter, d'ailleurs, éditeur de Chénier dans la Pléiade, ne serait pas étonné que Chénier, qui se tairait à Versailles en juillet 1993, se soit en partie inspiré de pareils comptes rendus de l'événement pour brosser son propre portrait de la meurtrière. Alors, pour montrer que le poète réécrit, comme le disait Mallarmé, plutôt que le poète écrit, comme le disait Mallarmé avec les mots de la tribu, il peut aussi être utile d'aller jeter un coup d'œil du côté de textes dans lesquels la meurtrière fut vilipendée sans la moindre retenue. C'est le cas du poème à la gloire de Marat, de Dora Cubière, ci-devant Michel de Cubière, auquel fait allusion le 6e vers de l'Ode. C'est le texte que désigne Chénier lorsqu'il évoque un hymne infâme vomi par un impudent reptile. L'auteur de l'hymne en question, le reptile, emploie pour accuser Corday et pour louer Marat des images, des mots, des expressions qu'on retrouve en grand nombre dans l'Ode de Chénier. Alors, je saute les exemples, faute de temps. Alors, tout aussi éloigné de celle-ci idéologiquement et plus encore d'un point de vue formel,
Le père Duchesne de Jacques Hébert permet à son tour de constater que l'indignation politique suscitée par un événement se dit parfois dans les mêmes termes, peu importe le camp auquel appartient celui ou celle qui prend la plume. Les sursauts d'indignation du père Duchesne étaient bien connus des sans-culottes. Chaque numéro du journal d'Hébert s'ouvrait généralement à l'aide d'une même formule, la grande colère du père Duchesne contre tel abus, telle personne, telle situation, une formule qui était destinée à être criée par les colporteurs. Au lendemain de l'assassinat de Marat, la grande colère se mua en grande douleur. Marat n'est plus, foutre, peuple, gémit, pleure ton meilleur ami, il meurt martyr de la liberté. C'est le Calvados, Corday était originaire du Calvados, c'est le Calvados qui a vomi le monstre sous les coups duquel il vient de périr. Donc, cette image de la régurgitation, elle est reprise par Chénier dans le 6e vers d'abord, puis à nouveau dans la 4e strophe, où la meurtrière vient redemander au tigre, à ses entrailles et à ses dents plus précisément, les membres et le sang des humains qu'il a dévorés. Le même registre animalier est d'ailleurs employé par Hébert et par Chénier pour dénigrer l'un ou l'autre des protagonistes du drame. Dans un numéro subséquent, la grande colère du père Duchesne se porte sur les aristocrates à bonnet rouge contre qui Marat est venu le prévenir en rêve, dans un rêve, précise-t-il, bougrement patriotique. Je cite Jacques Hébert, le père Duchesne. Je l'ai vu cette nuit, il s'agit de Marat, je l'ai vu cette nuit pendant mon sommeil, ses yeux étincelaient. Bougre de père Duchesne, s'est-il écrié d'une voix de tonnerre, tu dors, tu t'amuses à gober des mouches quand tu devrais faire feu des 4 pieds. N'es-tu à présent qu'une poule mouillée qui craint pour sa peau et qui aime mieux voir la République en danger que de s'exposer en disant la vérité? En quoi le père Duchesne répondit, non foutre, je suis toujours le même. Pour Hébert, comme pour Chénier, s'indigner ici, c'est refuser un silence imposé par la peur. Le même nom fortement marqué se retrouve d'ailleurs dans les deux textes à la suite d'une même accusation ou insinuation. Et dans les deux cas, cette réponse négative est immédiatement suivie d'une adresse directe à l'aide qui est victime de l'injustice qui est dénoncée. L'œil de Marat, l'œil étincelant dans le rêve du père Duchesne, ses yeux étincelaient. Cet œil est un autre des éléments de représentation qui circulent dans ces textes. Marat était souvent perçu comme un homme clairvoyant, comme un visionnaire, mais aussi comme un vigile. Il disait de lui-même en fait, qu'il était l'Argus, un Argus infatigable, qu'il était l'œil du peuple. Alors, la transformation que fait subir Chénier à ce qui est à l'époque une image convenue, les yeux perçants de Marat, est particulièrement habile dans cette ode. Au moment de s'éteindre, son œil mourant t'a vu, c'est la 5e strophe, au moment de s'éteindre, le regard de Marat se pose d'abord sur le bras qui vient de le poignarder, puis sur l'œil de la meurtrière qui est en train de contempler sa proie. Donc l'œil mourant de Marat plonge dans le regard éloquent de Corday et lui cède en quelque sorte ses pouvoirs visionnaires. Ton regard, lui disait, va tyran furieux, va, cours frayer la route aux tyrans tes complices, te baigner dans le sang fut tes seuls délices, baigne-toi dans le tien et reconnais des dieux. Une fois de plus, Chénier s'approprie des éléments du discours révolutionnaire et les détourne à son profit, au profit d'une indignation contraire à celle qu'exprima une majorité de ses concitoyens. Alors, dans les vers que je viens de citer, l'utilisation que fait Chénier de la baignoire, baigne-toi dans le tien, cette utilisation est elle aussi révélatrice de la capacité qu'a Chénier à créer du neuf à partir d'un lot d'images plus ou moins convenues. La baignoire, détail parfaitement anecdotique, apparaît pourtant dans presque tous les comptes rendus de l'affaire.
Dans les heures qui suivirent l'attentat, au milieu de mille et une rumeurs farfelues, il y a deux informations avérées qui se sont transmises très rapidement à travers Paris. Marat avait été assassinée par une femme dans son bain, ce qui donnait évidemment à l'événement une dimension érotique qui frappa fortement les imaginations. L'idée d'un crime sexuel n'est d'ailleurs pas complètement absente du poème de Chénier. Mais ce qui me frappe surtout dans ce poème, c'est l'efficacité avec laquelle Chénier arrache la baignoire à l'anecdotique. Marat ne saurait mieux accomplir son destin qu'en se baignant dans son propre sang après s'être vautré sa vie durant dans celui de ses victimes. Lors des funérailles de Marat, les autorités cherchèrent, elles aussi, à faire de la baignoire autre chose qu'un détail insignifiant et un peu embarrassant de l'histoire. Les autorités montagnardes eurent l'étrange idée d'inclure la baignoire dans le cortège funèbre, tel un trône populaire. Donc, Chénier reprend en quelque sorte l'idée, mais en restituant au trône sa fonction judiciaire. La baignoire, dans ce poème, devient le lieu où devait s'accomplir la justice. Je conclurai cette lecture de texte très, très rapidement en tentant de résoudre l'énigme de mon sous-titre. André Chénier, victime de Charlotte Corday. L'idée du sous-titre m'est venue en lisant l'un des derniers opus de Michel Onfray, intitulé « La religion du poignard, éloge de Charlotte Corday », paru en 2009 aux éditions Galilée. De même que le compte-rendu assassin, si je puis dire, qu'en a fait Guillaume Mazot dans les Annales historiques de la Révolution française. Mazot arrive sans peine à montrer que le bouquin d'Onfray est un ramassis d'erreurs historiques, de récits apocryphes, de clichés, je cite, directement issus de la propagande contre-révolutionnaire de 1793, de citations inventées de toutes pièces, et j'en passe. Et Guillaume Mazot observe, à côté de telles inepties, le scandale de Botul, cet auteur imaginaire pourtant sérieusement cité par Bernard-Henri Lévy, on s'en souvient, n'est finalement qu'une broutille, ce qui n'est pas peu dire. D'où cette question posée par Mazot, Michel Onfray est-il la nouvelle victime de Charlotte Corday? Depuis la fin du XVIIIe siècle, la liste de ceux dont l'ange de l'assassinat a fait perdre la tête ne cesse de s'allonger. 2 siècles avant Onfray, quelques semaines seulement après Marat, André Chénier aurait-il donc été lui aussi victime de Charlotte Corday? Serait-il le premier de la longue lignée d'écrivains, tels Brasillac et Drieux de La Rochelle, pour ne nommer qu'eux, à avoir succombé à la charlottomanie? Je ne crois pas. Il me semble qu'il y a dans l'ode à Marianne Charlotte Corday bien autre chose que l'interprétation biaisée par des intérêts ou par des choix politiques d'un événement. Il y a là un travail, me semble-t-il, un travail de résistance, oserais-je dire, fait à même le langage, le langage de ceux contre qui l'auteur s'indigne. Donc que le poignard soit, comme l'affirme Chénier, le seul espoir de la terre, c'est sa plume même qui nous permet d'en douter. Merci.